Salut les amis! Alors la semaine dernière, nous avons évoqué le lien qui unit les arts martiaux traditionnels tels que l'art du sabre, du katana, à celui de la calligraphie. Aujourd'hui, on va parler non pas du légendaire forgeron Maître Masamune, mais du légendaire calligraphe Maître Hokusai. C'est parti! Alors pour les personnes qui auraient du mal à remettre qui est Hokusai Katsushika, eh bien il me suffit de vous montrer cette image pour que vous puissiez vous remettre. Ah mais oui, bien sûr, j'ai déjà vu cette grande vague de Kanagawa, forcément, elle est aujourd'hui d'ailleurs détournée de ses origines de 1000 façons différentes, on la retrouve sur des mugs, sur des t-shirts, dans des films, enfin bref, elle est partout, cette grande vague de Kanagawa, et oui, elle appartient au plus grand peintre calligraphe que le Japon ait jamais connu. Il a d'ailleurs influencé beaucoup d'artistes à travers le monde et il a été, on va dire, un des spécialistes d'un style japonais qui est extrêmement populaire et qui s'appelle l'ukiyo-e. Alors qu'est-ce que l'ukiyo-e? C'est une image populaire narrative qui, pendant très longtemps, a été l'objet d'impressions, ce qu'on appelle en woodblock, c'est-à-dire d'impressions sur morceaux de bois. C'est-à-dire, grâce à des morceaux de bois qui ont été sculptés, on faisait de l'imprimerie, c'est-à-dire de l'imprimerie sur bois. Donc, cette ukiyo-e a été utilisée, donc image populaire narrative, pour à la fois illustrer des récits, donc on a beaucoup de romans qui, à l'intérieur, ont quelques pages illustrées. On l'a aussi d'ailleurs de manière très occidentale et très populaire. Vous achetez un roman, la plupart du temps, au-delà de la couverture, dans les pages, surtout les romans jeunesse, vous avez des illustrations dedans. Et bien, c'est un petit peu l'équivalent. C'est-à-dire que c'est une image qui va raconter quelque chose ou qui va illustrer un propos. Et bien, l'ukiyo-e a aussi cette faculté de, justement, venir illustrer et symboliser des mythologies japonaises. On a déjà fait des tutos par le passé où je vous présentais, dans lesquels je vous présentais justement différents ouvrages sur les mythologies, mythologie urbaine, les légendes japonaises. Tout, on va dire, ce folklore au sens littéral et noble du terme, qu'on a partout, en fait, qui existe à travers et les religions, mais aussi toutes les petites croyances et toutes les petites légendes qui sont au sein des différents lieux du Japon. Donc l'ukiyo-e est très efficace pour illustrer ces récits en mélangeant la mythologie et des récits historiques. Donc Hokusai s'est illustré à travers donc, ces récits, il a fait énormément de travaux et c'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir récupérer des travaux originaux de Maître Hokusai. Pourquoi? Parce qu'il a eu énormément de pseudonymes. Oui, c'est quelque chose qui est encore aujourd'hui très populaire au Japon. Les artistes ne prennent pas le même nom en fonction des périodes, des collaborations, des travaux et puis de leur état d'esprit du moment. Donc, Maître Hokusai, lui, a eu plus de 80 noms différents. Il a commencé sa carrière avec des débuts un peu difficiles, comme beaucoup d'artistes. Artistes indépendants, les débuts sont toujours très compliqués. Et puis, il faisait surtout des illustrations de récits. Donc là, j'ai des récits. J'en ai un qui a été illustré notamment par Hokusai. L'un par le gendre de Hokusai, qui est ici. On en parlera la semaine prochaine, puisqu'il illustre en ukiyo-e différentes phases de bataille et de récits et de thèmes, notamment les 8 chiens des Satomi, dont on avait fait une petite vidéo ici il y a à peu près un an de cela, et qui est tout à fait en phase avec les arts martiaux. Donc c'est pour ça qu'on la garde pour la semaine prochaine. On en avait parlé la semaine dernière. 3 petits tutos justement pour vous amener à mieux comprendre cet univers parfois un petit peu complexe. Voilà, donc il a au début fait des illustrations de récits et puis il a fait des estampes, des travaux un petit peu plus personnels avant de, on va dire, confectionner vraiment son style à lui, avoir sa thématique, et puis commencer à faire des événements. Donc là, pour le coup, en 1804, il a dessiné un bodhidharma géant dans la cour du palais de Edo, donc à Edo, pour le coup, l'ancien nom de Tokyo, et qui lui a valu déjà des premières très grandes reconnaissances. Et puis, il a quitté la capitale, Edo, pour parcourir la Tokaido, cette célèbre voie marchande qui unissait Edo et Kyoto. Et il en a fait 53 étapes, 53 vues, 53 dessins, qui seront aussi extrêmement populaires. Et puis il est plongé ensuite dans une époque qui va s'appeler l'époque manga. Alors ça, c'est assez amusant parce que la dénomination manga, évidemment, tout le monde aujourd'hui connaît ce qu'est un manga, mais à l'époque, le manga, c'était pas du tout l'image qu'on en a aujourd'hui. C'était pas un récit de dessin. L'idée de ces mangas, c'était plutôt de faire des iconographies, des dessins, des structures, des thématiques spécifiques, et c'est réparti sur 15 volumes différents qu'il appelait donc ces 15 mangas, et dans lesquels on a plus,
on va dire, un vivier d'images. C'est comme si c'était une base de données graphiques sur beaucoup de choses, c'est-à-dire autant sur des personnages, sur des styles de vie, sur des accessoires, sur des objets, sur des gros plans, par exemple, sur des fabrications. Voilà, des fleurs. Et puis, on a aussi de l'ukiyo-e, c'est-à-dire qu'on commence à retomber dans cette espèce de petite mythologie qu'il a eue à l'époque, et notamment lorsqu'il a fait les récits de la Lune avec un certain Bakin, dont on parlera la semaine prochaine, mais on en avait déjà parlé aussi dans un petit tuto sur les 8 chiens des Satomi. C'est l'auteur des 8 chiens des Satomi, un roman qui me tient beaucoup à cœur, puisqu'il est hybride entre les mythologies, l'histoire, les samouraïs et justement le travail de Hokusai. Donc il avait déjà collaboré sur les récits de la Lune. Donc on retrouve des influences de ce travail-là à travers ces mangas. Et puis il faut attendre donc une grande, enfin la consécration de Hokusai, ce moment où il va être reconnu à travers le monde. Donc là on en a quelques-uns ici. C'est les 36 vues du mont Fuji. Donc là on en a un peu plus, qu'il en a fait, enfin, il en a fait énormément. Mais il a fait officiellement les 36 vues du mont Fuji. Ici, j'ai un petit recueil qui concerne les 100 vues du mont Fuji. Et en fait, c'est voilà, différents dessins, différentes vues, différents paysages, dans lesquels, à un moment donné, apparaît le mont Fuji. Donc souvent, c'est des périples qui sont très populaires et très intéressants pour les nomades, tous ceux qui partent en pèlerinage. Ils font souvent des grands chemins, des grands détours, même les Yamabushi, on en parlait aussi un petit peu dans certaines vidéos. Et certains sentiers sont destinés à rejoindre et à contourner le mont Fuji, Fujisan. Et ici, donc, on a certains recueils, les 100 vues du mont Fuji, qui est aussi les 36 vues, pour le coup, les 36 ou les 100, à vous de voir ce que vous allez chercher à acquérir. Mais voilà, ici j'ai les 100 vues, qui était un joli coffret, mais voilà, la reconnaissance sur les 36 vues du mont Fuji, ça lui a permis d'avoir un statut quand même beaucoup plus important et évidemment être encore plus consacré avec cette fameuse grande vague de Kanagawa qui est un travail qui a inspiré aussi énormément de personnes, donc qui est incontournable. D'ailleurs, pour ceux qui ont voyagé il y a quelques années au Japon, c'était l'image que vous aviez sur les Japan Rail Pass. Ces petits tickets qui vous permettaient d'avoir une semaine, 2 semaines ou 3 semaines d'accès aux voies JR, donc aux voies l'équivalent de la SNCF, de train, partout au Japon. Donc c'est une sorte de carte orange qui vous permettait de voyager pendant une durée que vous choisissiez, donc 7 jours ou 14 jours, et avec un tarif préférentiel pour le coup, ce qui vous permettait d'aller à Kyoto assez facilement. Et c'était le dessin qui était dessus, c'était la vague de Kanagawa, pour vous dire qu'il est encore aujourd'hui très vivace dans l'esprit des Japonais. On a eu évidemment une aura de maître Hokusai qui est passée à travers l'Occident. Pourquoi? Parce qu'en 1854, on a le traité de Kanagawa qui a permis au Japon d'ouvrir ses portes. Et donc, aux travaux de maître Hokusai, d'aller être présenté ailleurs, et notamment dans les expositions universelles qui se sont déroulées à Paris. Cette ouverture, grâce au traité de Kanagawa, a révélé les travaux de maître Hokusai à travers le monde et inspiré énormément d'artistes, même aujourd'hui contemporains, dans ce qu'on peut voir. Juste au-dessus, justement, vous avez un petit coffret d'un film qui est sorti, qui s'appelle Miss Hokusai, qui est le récit de la fille du calligraphe Hokusai, et qui s'est destiné à la calligraphie dans des styles justement réservés généralement aux hommes. Et c'est un récit qui, pour le coup, est une petite tranche de vie. Il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est très plat, mais on retrouve la vie telle qu'elle s'est faisait, on va dire, à l'époque à Edo. Et donc on a à la fois les grandes influences de maître Hokusai, on a son histoire, mais on a aussi donc le récit de sa fille. C'est un film que je vous conseille, enfin un film d'animation plutôt, que je vous conseille si vous êtes justement un petit peu curieux sur la vie de maître Hokusai et justement les dérives qui ont pu naître. Il n'y a pas tout, bien sûr, hein, c'est très sélectif, mais on a surtout les influences qu'il a eues envers sa fille, et on a un petit reportage qui est certes un poil longuet, mais qui est vraiment, on va dire, 1h30 de coulisses sur comment ils ont contacté la descendance, comment ils ont remonté les pistes historiques pour pouvoir faire quelque chose le plus concret et le plus, on va dire, fidèle possible à ce qui pouvait être fait à l'époque. Et puis remonter à certaines sources d'origine. Donc là, ici devant moi, j'ai des originaux qui sont sortis au Japon il y a maintenant plus d'un siècle de cela.
Et je vous les montrerai la semaine prochaine, justement, on les découvrira ensemble. Mais si on a fait ce petit tuto aujourd'hui, c'était justement pour, en périphérie des disciplines martiales, que vous puissiez découvrir son œuvre, qui, elle, sera reprise dans des romans et dans des histoires qui, en ukiyo-e, ont une relation très forte avec les arts martiaux, et notamment les Minamoto de l'ère Kamakura qui ont servi à l'expansion des arts martiaux. Donc ça, on se réserve ça pour la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. Ciao!